Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire de La Rochelle Technopole. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Émilie Chollet. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour. Notre spécialiste du positionnement de marque, l'entreprise ZI, mais qui va se présenter bien mieux que je ne le ferai. Donc aujourd'hui, ça permet de rebondir un petit peu sur les webinaires de la semaine dernière. On vous a dit qu'il fallait se réinterroger, que c'était peut-être la bonne période pour le faire. Donc, Émilie va nous présenter par rapport à tout ce qui est marque, positionnement, valeur, ce qu'il faut faire, vous donner quelques clés, quelques outils de réflexion, voilà, pour réinterroger votre marché au mieux. Écoutez, je vous laisse. Bon webinaire et c'est à toi de jouer, Émilie. Bonjour à tous. Donc, je vais aujourd'hui essayer d'échanger avec vous des bonnes pratiques et des choses à faire par rapport au positionnement de marque. J'essaierai d'avoir l'œil sur le chat, mais je reviendrai en tout cas sur vos questions à la fin, de toute façon, s'il y en a. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on va aujourd'hui, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut réinterroger son positionnement. Surtout dans un contexte un petit peu particulier, qu'on soit en création ou en développement d'entreprise, le positionnement est fondamental et de toute façon, j'espère en tout cas que ça vous servira au mieux. Donc déjà, on va commencer par le début. Une marque, c'est quoi ? Alors, c'est beaucoup de choses. Souvent, on le réduit à une identité, à un nom, à une communication, mais c'est beaucoup de choses. C'est déjà un territoire, c'est-à-dire un territoire de communication, notamment, au-delà de l'implantation sur le marché. C'est vraiment comment je communique, c'est quoi mes outils, mes supports de communication, mon discours. Donc, c'est aussi en écho avec le discours que vous voyez en bas. C'est vraiment tout ce qui va, moi, me différencier dans ma communication. Une marque, c'est aussi un contrat, c'est-à-dire un engagement que je passe avec mon client, avec mes partenaires aussi, toutes les parties prenantes de mon activité. Et donc, ce contrat peut être fait aussi écho à tout ce qui est en lien avec la relation. Effectivement, quand on propose quelque chose, quand on a une proposition de valeur, une offre, on crée une relation avec ces parties prenantes et donc cette relation peut être bien évidemment transactionnelle, mais elle est aussi émotionnelle. D'où le mot émotion que vous voyez qui en fait fait écho à cet engagement qu'on va créer avec son client et qui effectivement permet de valider et de renforcer le lien qu'on va créer avec lui. Une marque, c'est aussi une expérience, c'est-à-dire que quand j'offre mon produit ou mon service à mon client, je lui propose une expérience avec ma marque et donc effectivement, cette expérience, il faut la qualifier et essayer de la décrire au maximum et de savoir concrètement qu'est-ce que je vais proposer. Ce qui va faire bien évidemment écho à la promesse. Qu'est-ce que je promets à mon client ? C'est quoi le bénéfice qu'il va avoir avec mon produit ou mon service ? Qu'est-ce qu'il va en retirer ? On a aussi effectivement le terme repère, parce qu'en fait, une marque, c'est aussi un repère de valeur ajoutée. C'est vraiment pour mon client, ma marque va lui servir de repère et va faire qu'il va aller plutôt vers moi ou plutôt vers un autre. Parce qu'une marque, c'est aussi une empreinte. Une empreinte parce qu'en fait, qu'on soit entrepreneur indépendant ou qu'on soit une organisation, on est une marque. C'est-à-dire à partir du moment où on crée quelque chose, on laisse une trace, on a une proposition de valeur, on est une empreinte. Et cette empreinte-là, c'est ça qui va aussi faire qu'on va laisser un souvenir et ancrer une relation avec son client. Et bien évidemment, c'est aussi une histoire. Vous avez tous une histoire unique. Chaque entreprise a une histoire unique. Et cette histoire-là, il faut aussi capitaliser là-dessus pour justement créer une marque avec une identité forte et l'accentuer sur le positionnement. Alors, comment on réinterroge son positionnement, ou comment on se positionne en tout cas? Il y a effectivement la première chose, c'est le ciblage. Alors, c'est toujours la grosse question, comment bien définir ma cible et ses besoins? Effectivement, si on veut créer une marque avec une identité forte et un positionnement qui est impactant, il faut que ce soit une marque qui parle à ses clients. Donc, il faut se poser la question, mon client, c'est qui? À quoi ressemble-t-il? Dans quel environnement il vit? Quand il consomme ce produit, ce type de produit ou ce service, quelle expérience il attend
Donc, vous pouvez aussi très bien vous appuyer sur ce que vous connaissez de votre marché. Qu'attendra-t-il demain, notamment dans un contexte où les comportements sont vraiment en train de se transformer et de muter, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va aller vers des besoins qui vont être complètement différents, des expériences qui vont être transformées. Donc, c'est aussi l'opportunité de réinterroger ces questions-là et de se dire quels sont ces besoins, ces motivations, comment ça va évoluer demain, comment moi je vais pouvoir m'inscrire dans cette évolution et comment je vais pouvoir y répondre et ajuster justement ce positionnement pour être vraiment en phase avec lui. Un des outils les plus efficaces, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il est beaucoup utilisé, c'est le principe du persona qui est en lien aussi avec la carte d'empathie. Alors si on va un peu plus en profondeur sur ces outils-là, en fait le persona va servir à vraiment se dire ok, ma cible idéale, elle ressemble à ça, ou en tout cas mon client ou mon partenaire aujourd'hui, parce que les cibles, c'est aussi le client final, mais c'est aussi, vous avez aussi une cible à 2 niveaux. Il y a aussi vos partenaires, vos investisseurs, enfin peut-être aussi d'autres niveaux. En tout cas, essayez de décrire un peu ce comportement, à quoi il ressemble, ce serait quoi son prénom, sa profession, dans quelle situation familiale il est, son âge, ses attentes, est-ce qu'il a un pouvoir économique important, est-ce qu'il a une aisance numérique, ça peut peut-être avoir un impact par rapport à votre proposition de valeur, ce serait quoi ses expressions favorites, enfin essayez vraiment de le décrire comme si vous l'aviez devant vous, et ensuite de fermer les yeux et de se dire ok, très bien, maintenant que j'ai décrit ça, qu'est-ce que concrètement mon client voit? Qu'est-ce qu'il entend? Alors déjà, qu'est-ce qu'il pense et qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce que concrètement il a? C'est quoi ses attentes? Ses attentes profondes? C'est quoi ses émotions? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre en ce moment? Qu'est-ce qu'il voit? C'est quoi son environnement? Ça peut aussi très bien renvoyer sur concrètement qu'est-ce qu'il voit autour de lui au niveau des offres qu'on lui propose, c'est-à-dire notamment par rapport à vos concurrents, à votre marché. Concrètement, voilà, moi j'ai en face de moi tout un volet d'entreprises, tout un volet d'offres. Je sais pas trop comment les choisir, mais en tout cas je les ai devant moi. Donc essayez de vous faire comme un linéaire, comme si vous aviez devant vous un linéaire de magasin. Si on prenait un supermarché par exemple, et de vous essayer de vous visualiser ça. Qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que concrètement il entend autour de lui? Qu'est-ce que ses amis vont dire de lui? Qu'est-ce que c'est dans son entreprise, comment il est, enfin, essayez de vous imaginer vraiment par rapport à ce que vous projetez en termes de cible, comment il serait lui concrètement. Qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il fait concrètement, c'est quoi son discours, c'est quoi son comportement public, son comportement avec les autres. Et en dessous, vous avez c'est quoi ses problèmes, donc ses peurs, ses frustrations, notamment en ce moment où la partie problème-besoin va être vraiment très importante à qualifier, et de se dire, ok, ses problèmes, ses frustrations, ses angoisses, à quoi ça ressemble et ses besoins. Demain, ça va être quoi ses besoins? Qu'est-ce qu'il attend? Comment il va mesurer le succès du service ou du produit qu'on est en train de lui proposer? Enfin, voilà, essayez de vous poser toutes ces questions-là. Alors après, je vous ai mis un exemple, mais c'est vrai que c'est pas forcément très visible sur les slides, mais en tout cas, vous pourrez l'avoir quand vous aurez le support téléchargé. C'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, cet exemple-là, c'était un cabinet d'expertise globale, comptable, juridique, etc., qui avait donc du coup travaillé sur ce sujet-là pour justement décrire leur parcours utilisateur. Donc ça peut être intéressant pour vous de voir un petit peu à quoi ça peut ressembler en termes d'application. Alors maintenant qu'on a bien défini sa cible, il faut aussi bien sûr faire le point sur son écosystème concurrentiel, c'est-à-dire ok, maintenant, sur mon marché, comment mon marché est configuré aujourd'hui, à quoi il ressemble. Donc, un des outils très efficaces utilisés, c'est le mapping de positionnement, appelé aussi carte perceptuelle, mais il permet vraiment de visualiser la place comment vous allez vous intégrer sur cet écosystème-là et comment vous allez vous positionner. Donc justement, par rapport à vos concurrents et par rapport à la typologie de votre offre. Parce que vous pouvez très bien faire plusieurs mappings, c'est-à-dire un mapping avec vos acteurs positionnés, mais aussi un mapping avec les produits proposés de vos acteurs en fonction des produits que vous proposez ou des services que vous proposez pour voir un petit peu comment ils peuvent se positionner. Alors, en application, je vous ai mis plusieurs exemples pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe au niveau des axiologies. En fait, il faut toujours un axe vertical et un axe horizontal. Donc là, celui de gauche, c'est vraiment basique. En général, les axiologies qui peuvent vous permettre de faire un petit point quand même, les stratégies de prix
et la stratégie de qualité. Quel est le rapport entre la qualité et le produit, et entre le prix et la qualité? Comment les concurrents se positionnent? À droite, c'était un exemple un petit peu plus produit, un peu plus visuel. Vous avez là typiquement le marché de la pâte à tartiner. Vous voyez bien que les acteurs, en fonction du niveau, alors là c'était l'axe consommation et l'axe ludisme, mais vous voyez bien que du coup ils vont se positionner très différemment. Et même nous, en tant que consommateurs, on les associe pas du tout sur les mêmes paradigmes en fait, sur les mêmes niveaux. Ensuite, là je vous ai mis un exemple. C'était sur les huîtres Marraine-Oléron en fait. Il y avait aussi un exercice d'analyse sur leur marché, et en fait vous pouvez aussi très bien imaginer un axe sur effectivement la partie expérientielle et la partie statut, donc la partie un peu plus posture. Là on était parti sur un produit d'exception, un produit classique, et puis après là plutôt le savoir-faire et le terroir. Enfin, c'était des exemples d'application pour vous visualiser un petit peu plus ces outils. Alors, faire le point sur son écosystème, sur le plan mapping, positionnement des acteurs, ok, très bien. Maintenant qu'on a vu un petit peu comment ils sont positionnés par rapport à ce marché qui est en train de se transformer et d'évoluer, il faut aussi, c'est important, de prendre le temps aussi de dire, ok, maintenant, comment mes concurrents communiquent aussi? C'est quoi leur stratégie de discours? Donc, en fait, faire un mapping un peu plus plutôt un tableau là qui ressemblerait plutôt à un tableau avec, là je vous ai mis des exemples de référentiels pour pouvoir justement essayer de décrire un petit peu tout ça par rapport à leur positionnement. Quels messages clés ils utilisent dans leur support de communication? C'est quoi leurs promesses? C'est quoi la tonalité qu'ils utilisent pour communiquer? Les valeurs qu'ils sont en train de mettre en avant, parce qu'effectivement, en plus, on est dans un contexte où les valeurs ont vraiment une importance fondamentale. Et c'est quoi leur offre? Est-ce que mes concurrents sont en train de changer leur posture, leur proposition de valeur? Comment c'est en train d'évoluer tout ça? Et d'essayer de vous faire pareil, une cartographie pour que vous ayez en face de vous tout ce linéaire de concurrents et que vous puissiez vous savoir, ok, très bien, mon positionnement, il va falloir qu'il prenne en compte tout ça. Ensuite, bien sûr, réinterroger son positionnement ou même interroger son positionnement tout court, c'est revenir sur les fondamentaux. Souvent, on a tendance à se focaliser sur, ok, voilà ce que je propose, voilà mon expertise, mais on va prendre le temps de se dire, ok, qui je suis, c'est quoi mon histoire, pourquoi j'ai créé cette marque-là, c'est quoi sa raison d'être, c'est quoi mon objectif derrière ça, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je vais proposer aussi comme promesse et mon discours, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais raconter, quelle histoire je vais raconter. Donc là, je vais essayer de voir avec vous tous les outils qui peuvent aider à affiner un petit peu ces sujets-là. Alors, il y a tout d'abord, là, c'est l'opportunité aussi de faire un point sur l'image voulue et l'image perçue. En fait, il y a deux niveaux de positionnement. Il y a à la fois la place qu'on a envie d'occuper dans l'esprit de son client par rapport à ses concurrents, et la place qu'on aimerait avoir sur son marché et la manière dont on voudrait être perçu par ses clients. Et parfois, il peut y avoir un décrochage, c'est-à-dire que, moi, je sais pas, je suis une entreprise qui fait des vêtements éco-responsables, j'ai un engagement écologique très fort, mais par contre, à côté de ça, j'ai d'autres engagements. Peut-être que je propose un service complémentaire qui n'est pas du tout perçu, qui n'est pas du tout, ma marque n'est pas du tout associée à ça, alors que j'ai envie finalement qu'on considère que ma marque c'est aussi autre chose. Parfois, on est frustré de se dire mais oui, je fais ça, mais je ne fais pas que ça. Donc c'est peut-être aussi l'opportunité de se dire ok, on va faire un bilan de tout ça. Alors peut-être que c'est en parfaite adéquation et auquel cas c'est super, mais peut-être qu'il y a un ajustement à faire et un curseur à pousser. Et donc c'est ce qu'on appelle l'audit de marque de manière un peu technique. C'est que du coup c'est peut-être l'opportunité que vous vous replongiez dans vos témoignages clients, dans vos avis, dans tous les retours que vous avez par rapport à ce que vous proposez et de vous dire ok, d'essayer de décortiquer un peu tout ça et de vous dire, voilà ce qu'on dit de moi, voilà comment je suis perçue et voilà comment demain j'aimerais peut-être qu'on me perçoive. Donc du coup, il y a peut-être un ajustement dans le positionnement à faire sur ce niveau-là. Bien sûr, c'est fondamental de travailler en profondeur ces valeurs. Donc une valeur, c'est quoi? Ça a l'air simple comme ça, mais il faut bien avoir conscience que la valeur, c'est surtout quelque chose qui doit incarner un engagement et qui doit renvoyer à l'expérience que votre client va vivre avec vous, avec votre marque. Donc, elle doit être partagée par lui,
pour que lui puisse s'identifier et puisse se projeter aussi dans l'expérience et que vous puissiez, en rebond à ce qu'on disait juste avant, créer cette relation, cet engagement entre vous et votre client. Alors là, je vous ai mis un exemple de fausse valeur, entre guillemets. En fait, c'était pour accentuer sur un point. On a tendance à souvent se dire oui, j'ai des belles valeurs, humanisme, écoute, bienveillance, etc. Donc là, j'ai mis l'accessibilité parce que c'était un cas un peu plus pratico-pratique. Alors, ce sont des très belles valeurs qu'il faut noter dans son positionnement, mais il faut aussi les qualifier, ces valeurs-là, et essayer d'expliquer qu'est-ce que j'entends par bienveillance concrètement, qu'est-ce que j'entends par humanisme. Humanisme, c'est une très belle valeur en soi, mais en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut le raccrocher à nous, à notre marque, à ce qu'on dit, à ce qu'on veut raconter pour donner du sens. Et donc, l'exemple de l'accessibilité, j'ai pris cet exemple-là parce que je l'ai souvent entendu, oui, mon offre, elle est accessible, d'accord, c'est super, mais accessible comment? Est-ce que c'est une accessibilité parce que elle est attractive pour mon client? Est-ce que je suis accessible parce que mon offre, elle est ouverte à tout le monde, parce que je m'adresse à plusieurs publics, du coup, c'est une offre qui est vraiment accessible par rapport à ça. Est-ce que mon offre, elle est accessible parce que j'ai un service après-vente qui est très performant et donc, du coup, j'ai une disponibilité 24 heures sur 24 pour mon client? Est-ce que je suis accessible parce que j'ai une dimension ludique dans mon offre et donc ça permet à tout le monde de pouvoir l'utiliser facilement? Enfin, là, le conseil que je vous donnerais, c'est de prendre toutes vos valeurs et d'essayer vraiment de décortiquer, de tirer le fil pour vous dire, voilà ce que j'entends vraiment par ce mot-là. Voilà concrètement ce que j'entends, ce que je veux dire, parce que beaucoup de mots, même la majorité des mots, 90% des mots sont polysémiques, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs sens. Donc, c'est parfois tout bête, hein, mais prendre le dictionnaire ou prendre un dictionnaire des synonymes aussi et de vous dire, OK, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que je veux dire? Et du coup, d'essayer d'ajuster et de pousser les curseurs là où vous voulez vraiment avoir de l'impact. Parce que plus vous aurez du sens et plus vous aurez une valeur qui sera vraiment qualifiée et plus vous serez aussi identifié sur ces valeurs-là et ça renforcera aussi votre impact. Alors, l'exercice de la signature. Moi, personnellement, c'est un exercice que je fais quasiment systématiquement dans mes accompagnements parce qu'en fait, elle permet d'aller à l'essentiel et de concrètement dire c'est quoi ma promesse, qu'est-ce que mon client il va avoir comme bénéfice principal par rapport à mon offre, par rapport à ce que je propose. Donc, c'est vraiment... c'est aussi le vecteur fort de différenciation d'identité, c'est-à-dire qu'il y a mon nom et en dessous une signature. Donc une signature, c'est pas uniquement un slogan entre guillemets, il faut aussi qu'il incarne vraiment quelque chose. Alors là, je vous ai mis plusieurs exemples que je vais décortiquer avec vous pour vous montrer qu'il y a vraiment différents niveaux et que c'est important et ça permet vraiment de comprendre aussi, de justifier le nom, de peut-être aussi réaffirmer une posture, notamment quand on est entrepreneur indépendant. Donc la première, c'est une couveuse d'entrepreneurs. Donc il y a le nom et en dessous il y a toujours, avec nous, concrétiser votre projet. Là, on voit bien qu'il y a la dimension collective. Il y a à la fois, concrètement, c'est quoi mon intérêt d'aller dans cette couveuse-là? Je vais expérimenter, je vais concrétiser mon projet, je vais aller sur le terrain, etc. Activateur d'innovation, j'ai pris La Rochelle Technopole, mais elle est assez intéressante, cette signature, parce qu'effectivement, on voit tout de suite où on va. OK, il y a un verbe d'action, c'est un activateur, c'est une posture, ça veut dire que je sais que je vais être encadré, c'est réservé aux projets qui sont innovants, mais à plusieurs types d'innovation, parce qu'il y a un S, etc. Et le dernier que je trouve intéressant aussi, c'est un traiteur, en fait, qui a son nom, son prénom, et en dessous, il a cette signature-là. Et donc, du coup, là, on comprend bien que c'est pas un simple traiteur, c'est un architecte gastronome. Donc, c'est quelqu'un qui va structurer, qui va faire du sur-mesure, qui va être créatif. Il y a tout ça qui est derrière. Et en 2 mots, on peut dire énormément de choses. Donc, moi, je pourrais vraiment vous conseiller de vous exercer là-dessus. Faut en écrire, faut voir aussi. C'est là où vous allez voir vraiment, là, vous allez mettre le point là où vous voulez vraiment aller. Et donc, ça va être vraiment très intéressant. Après, vous l'utilisez ou pas dans votre communication. Ça peut aussi très bien vous servir pour des accroches ou des messages clés. Mais c'est vraiment un exercice qui est intéressant à faire. C'est aussi effectivement l'opportunité de réécrire son argumentaire. Donc, comment faire? C'est une technique assez classique, mais qui est vraiment efficace. C'est de travailler sur 3 volets.
le premier, donc, c'est la promesse. La promesse, c'est quoi? C'est concrètement le message qu'on va communiquer à sa cible. Concrètement, c'est la caractéristique essentielle de son produit ou de son service. Donc, c'est vraiment, on revient à extraire la substance et l'essentiel. Je reviendrai après sur l'exemple après, et puis je vous donnerai aussi des exemples, notamment sur les preuves, parce que c'est pas toujours évident de se visualiser. En gros, c'est quoi une preuve? La partie bénéfice, eh ben, effectivement, c'est quoi l'avantage qui est lié à ma promesse là? C'est quoi la réelle valeur ajoutée pour mon client? C'est quoi son intérêt vraiment essentiel de passer par moi par rapport à ma promesse? La preuve, c'est vraiment ce qui va justifier cette promesse-là. Donc, ok, très bien, vous allez être accompagné par moi, vous allez utiliser mon produit, mon service, vous allez bénéficier de ça, mais concrètement, c'est quoi qui me prouve que la promesse va être tenue? On en revient à la notion d'engagement du début, et c'est vital, c'est essentiel. Donc, du coup, ça, c'est très important aussi. Elle doit être vraiment concrète, clairement compréhensible, exprimée dans le langage de votre client, parce qu'effectivement, en fonction de vos domaines d'activité, il y a aussi peut-être sûrement d'ailleurs des univers très précis avec un lexique particulier qui peut incarner, etc., votre proposition de valeur. Et la tonalité, c'est tout simplement tout ce qui est en lien avec votre univers de marque, donc c'est-à-dire tout ce qui va avoir du sens, si vous utilisez des visuels spécifiques, des codes couleurs, tout ce qui va vraiment incarner votre positionnement. Donc là, j'ai pris un exemple assez produit classique, mais comme ça, je me suis dit que ça allait parler un peu à tout le monde. Donc effectivement, si on prend le cadre du Racel, sa promesse, c'est quoi? C'est que je sais que je vais pouvoir utiliser beaucoup plus, je vais avoir une durée maximale dans l'utilisation de mes appareils qui ont des piles, parce que j'utilise ce produit-là. Le bénéfice, c'est que je vais faire des économies, parce que je peux utiliser mes appareils plus longtemps. La preuve, c'est que ces piles-là, elles sont efficaces parce que c'est du matériel de haute qualité qui est utilisé, et c'est pas n'importe quels éléments qui ont permis de fabriquer cette pile-là. Et la tonalité, vous connaissez tous le lapin avec le discours dynamique et ludique. En gros, cet exercice-là vous permet vraiment d'écrire un peu la stratégie de communication aussi que vous voulez pour votre entreprise. Donc effectivement, je reviens juste sur les éléments de preuve. Les preuves, la meilleure preuve, c'est quand même le témoignage. C'est tout le retour de vos clients, tout ce que vous allez avoir qui vont valoriser ce que vous faites, les satisfactions d'accompagnement, parce que effectivement, le témoignage a cette force que moi, en tant que client potentiel, je me projette dans cette expérience-là et je me dis, ah tiens, lui, il a vécu ça comme expérience, ça me donne envie d'essayer. Donc, une des meilleures preuves, c'est ça. Mais après, ça peut être aussi on en revient sur le matériel utilisé. J'ai une spécificité parce que j'ai une certification particulière qui me donne une expertise et qui me permet de pouvoir m'engager sur cette promesse-là. Enfin, tout ce qui est vraiment en lien avec ce qui permet de légitimer vraiment votre promesse. Après, c'est aussi l'opportunité, et même vivement conseillé, de se dire, OK, on revient sur l'expérience utilisateur. Concrètement, mon client, quand il passe par moi, quand il utilise mon produit, mon service, quand je crée une relation avec lui, qu'est-ce qu'il vit concrètement aujourd'hui et qu'est-ce qu'il vivra demain? Est-ce que ce sera la même expérience? Est-ce que sans doute pas d'ailleurs? Est-ce qu'elle sera transformée? Comment elle va être transformée, pardon? Quelle relation j'ai aujourd'hui avec lui et comment peut-être que ma relation va évoluer aussi avec lui. Peut-être que je vais me dire, tiens, là, il a besoin d'un accompagnement un peu plus approfondi. Donc, du coup, je vais peut-être renforcer la proximité que j'ai déjà avec lui aujourd'hui, mais peut-être que je vais encore plus l'accompagner parce qu'en ce moment, il a vraiment besoin que je sois là à ses côtés, etc. Et en quoi ma proposition de valeur va être différente. Donc, effectivement, là, je vous ai pris un exemple. Alors, il y en a un peu partout, mais c'était juste pour vous montrer que vous voyez bien que dans une expérience, en fait, il y a énormément de choses. C'est tous les points de contact que vous allez avoir avec votre client. Si on prend un exemple tout simple, je veux réserver une nuit d'hôtel. Je vais faire quoi? Je vais aller sur un site, je vais comparer des offres, je vais regarder les différents acteurs, je vais demander des devis, je vais les comparer. Donc, je vais revenir, je vais les comparer. Ensuite, je vais sélectionner. Je vais sélectionner un endroit où j'ai envie d'aller. Une fois que je vais sélectionner cet endroit, je vais avoir peut-être un mail de confirmation qui fait un petit récap de mon séjour. Quand je vais arriver, comment je vais être accueillie, etc. Jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je pars, et même après. Et donc, du coup, là, c'est peut-être aussi l'opportunité de se dire, OK, une fois que mon client, il entre en contact avec moi, déjà, comment il y rentre en contact avec moi? Par quel
point de contact il passe. Et concrètement, quelle expérience on vit ensemble? Est-ce que c'est peut-être l'opportunité de se dire, bah tiens, là, il y a peut-être une lacune dans mon accompagnement, c'est peut-être l'occasion que je rajoute un appel pour faire un suivi, que j'envoie une newsletter un peu plus régulièrement, que je lui propose d'autres contenus, que je suis un peu plus attentif à ses besoins du moment par rapport à si c'est une famille, si c'est quelqu'un qui est tout seul, etc. Enfin, peut-être de se dire aussi, peut-être que je vais créer des outils spécifiques, le renvoyer sur une application, enfin, je sais rien. Mais explorer tous les possibles pour se dire comment faire pour que mon expérience client soit la plus performante demain, qu'elle soit vraiment adaptée à ses besoins. Donc, souvent, on n'y pense pas, mais une des méthodes aussi qui peut être intéressante et qui est aussi très riche et très créatrice de valeur, et ça j'en suis vraiment persuadée, c'est vraiment la co-construction. C'est peut-être aussi l'opportunité de co-construire votre offre de demain avec vos clients, vos partenaires, vos collaborateurs, toutes les personnes qui vous permettent justement de mettre en place cette offre-là. Ça peut être comment développer une offre innovante, comment imaginer ma signature de demain, comment évaluer la pertinence d'une identité, d'un discours. Donc effectivement, si on prend le cas des collaborateurs, c'est peut-être aussi l'opportunité de se dire, bon, on se fait une réunion tous ensemble, ok, là en ce moment c'est un peu compliqué, comment on peut se réinventer, comment on peut essayer d'être agile, de trouver des solutions, peut-être de développer d'autres choses, ou en tout cas de perfectionner ce qu'on fait actuellement, de le faire autrement, peut-être notamment en digitalisant certaines choses si c'est possible, enfin essayer de réfléchir un petit peu comment on peut faire tout ça. Et pour les clients, c'est pareil, ça peut être aussi effectivement les intégrer directement avec un questionnaire, ou enfin après il y a plein de manières d'administrer des choses. Tout dépend après de ce que vous jugez pertinent d'intégrer aussi, qui intégrer et comment l'intégrer. Mais ça peut être vraiment une manière agile et authentique de renforcer cette relation avec les parties prenantes et d'avoir un positionnement juste et efficace. Alors, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, il y a aussi effectivement l'occasion de réécrire sa plateforme de marque. Ce qu'on appelle la plateforme de marque, c'est effectivement une cartographie aussi de son positionnement. Donc, on a effectivement l'outil de gauche et celui que moi, personnellement, j'aime bien utiliser parce que je trouve qu'il permet vraiment de pouvoir avoir une visibilité sur l'ensemble de son positionnement. Il y a la partie, c'est quoi mon rêve, c'est quoi ma vision, c'est quoi ma philosophie. Comment je vois mon métier, comment j'ai envie d'être perçue par mes clients, c'est quoi vraiment ce serait quoi mon idéal, vraiment la partie philosophique. Les valeurs, c'est ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire rebondir sur voilà, mes valeurs, c'est quoi, au plus profond de moi, c'est quoi que j'ai envie d'intégrer dans mon positionnement. Les messages clés, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de dire à mon client. Donc ça va être tous les messages que vous allez intégrer dans votre communication. La personnalité, c'est vraiment en rebond aux valeurs qui sont identifiées. Donc la personnalité va vraiment permettre d'injecter des éléments dans votre communication sur la tonalité, sur la posture que vous souhaitez avoir aussi. Je vous mettrai des exemples après. Les socles fondateurs, c'est vraiment les fondamentaux, ce qui fait vraiment partie de votre ADN et des fondations de votre positionnement, de votre entreprise. Donc, c'est vraiment, ça peut être des méthodes de travail, des partis pris aussi dans un accompagnement spécifique, le choix dans la production de votre produit, enfin, tout ce qui fait vraiment partie des choses qui ne vont pas bouger dans votre ADN. Et puis, la promesse, effectivement, c'est tous les bénéfices que votre client va retirer par rapport à votre offre. L'outil de droite, en fait, reprend un petit peu les mêmes points, mais sous un format un peu différent. Ça permet de cartographier de manière complémentaire ce positionnement-là. Donc, vous avez la partie champ de compétences, votre histoire, l'origine de votre marque, le client imaginaire ou le client idéal que vous voulez toucher avec votre proposition de valeur. Quel combat, donc ça peut être c'est quoi votre engagement avec cette marque-là, ça peut être par rapport à ce qui se fait actuellement. Non, moi j'ai envie de prendre le contre-pied parce que je trouve que ce qui est proposé aujourd'hui c'est pas en adéquation avec l'évolution du marché ou par rapport à moi mes engagements personnels ou ma manière de voir mon accompagnement. Une ou deux valeurs, donc ça c'est effectivement les valeurs que vous avez aussi
qu'on retrouve toujours, hein, ça fait partie du fil rouge. La personnalité, votre personnalité, les points de différence, donc qu'est-ce qui fait vraiment votre différence par rapport à vos concurrents, et le concept stratégique, donc là c'est un petit peu plus effectivement en lien avec la signature et tout vous, ce qui fait que ça vous rend unique aussi, votre manière de communiquer, votre univers de marque. Là je vous ai mis 2 exemples, donc le premier c'était un travail pour un écosystème du territoire, donc à l'initiative d'une collectivité. On avait abouti sur plusieurs plateformes de marque en fonction des noms qui avaient été choisis. Et là, je vous ai mis un exemple. J'ai remplacé promesse par philosophie, mais c'est à peu près c'est la même dynamique. Il y a donc du coup, effectivement, là vous voyez bien les valeurs, la personnalité. Donc on a les valeurs qui étaient créativité, éclectisme, collaboratif, solidarité, qui ont abouti sur c'est quoi, ok d'accord, mes valeurs c'est ça, mais ma personnalité c'est quoi? Ok, c'est je suis quelqu'un qui est agile, qui fédère, qui est bienveillante quand même, qui est libre. Enfin voilà, il y avait tout ça qui était ressorti. Le rêve, la vision, c'était vraiment offrir aux entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain un lieu de synergie unique. Donc là, c'était vraiment ce qui était si on prenait la substance et qu'on prenait de la hauteur, c'était ça le rêve. Les socles fondateurs, c'était vraiment tout le parti pris avec l'intelligence collective, créer un lieu d'affaires incontournable, etc. Enfin, il y avait tout un s'ouvrir sur la cité et le monde. Les entrepreneurs et partenaires qui coagissent sur les projets, donc il y avait vraiment cette idée de synergie. Les convictions, c'était les messages clés en fait qui étaient parce que ça c'est un outil, j'ai oublié de le dire, mais qui est vraiment modulable comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter la cible, que vous voulez rajouter d'autres éléments, il est complètement adaptable. En fonction de vous aussi, ce que vous avez envie de visualiser. Donc, les différentes convictions, moi, je vais pas toutes les raconter, mais vous aurez le temps de regarder ça en détail aussi sur le document. Un deuxième exemple, donc là, c'était un exemple collectif, donc une organisation. Je voulais aussi vous mettre un exemple, c'est un peu petit, mais c'est pour vous montrer ce qu'un entrepreneur indépendant peut dégager comme positionnement. Ça, c'est quelqu'un qui fait du conseil RH. On a travaillé ensemble et on a abouti sur son positionnement. Donc, son positionnement qui va lui servir après sur comment je vais communiquer demain, c'est quoi vraiment les fondamentaux. Donc, en essayant de dégager les fondamentaux, ça a vraiment permis de se dire, OK, moi, c'est vraiment là-dessus que je veux, comment je veux être perçu comme ça. Je veux vraiment être associé à cette expertise-là, cette manière de travailler. Donc, on a vraiment abouti sur énormément de choses. Donc, franchement, faut pas se sous-estimer. On a des fois l'impression qu'on a tout dit, mais quand on prend le temps vraiment, et justement, l'œil extérieur est très important, donc ça peut être aussi l'opportunité que vous demandiez l'avis de gens qui ne vous connaissent pas ou qui ne sont pas forcément sensibles à votre métier et qui ne connaissent pas forcément ce que vous faites. Pour aussi, ça peut aussi vous permettre de vous questionner et de vous dire, est-ce que finalement j'utilise pas un vocabulaire trop technique? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de dire? Parce que c'est ça qu'on comprend par rapport à ce que moi j'ai mis sur le papier. Donc, ça peut être aussi l'opportunité de ne pas hésiter à travailler en collectif, en collaboratif. Hein. Franchement, c'est l'échange d'idées, il y a rien de plus enrichissant, je trouve. Ensuite, une méthode aussi qui est un peu comme la plateforme de marque, mais qui peut parfois être, il y a des personnes qui sont un peu plus aussi sensibles à cet outil-là, c'est vraiment si ma marque était un emblème, ce serait quoi? Donc là, on retrouve effectivement 4 catégories. C'est juste que ça permet de le cartographier sous un autre angle. Donc là, vous voyez avec l'exemple que on a abouti à des valeurs qui sont assez fortes, la philosophie qui en découle, les objectifs. Donc là, c'est un petit peu différent que l'outil qu'on a vu avant. Les objectifs, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de transmettre aussi. C'est un peu en lien avec la promesse, mais c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre avec cet emblème-là à mon client ou à mes partenaires ou à toutes les parties prenantes. Et puis le slogan, ça permet vraiment d'essayer de dégager la substance même de ce positionnement-là. Il y a aussi la méthode des 5 questions qui est assez classique aussi, mais qui peut être vraiment efficace pour justement le voir aussi sous un œil différent par rapport aussi à vos besoins. C'est effectivement 5 questions. Donc, pour qui, c'est-à-dire mon cœur de cible
concrètement, c'est qui, c'est quoi ses attentes. On en revient justement aux personas et aux cibles, etc. Le type de produit par rapport au type de produit ou de service. Pourquoi? C'est-à-dire l'objectif global auquel répond mon produit et mon service par rapport à mon marché. Pour quand? C'est-à-dire est-ce qu'il y a un contexte temporel spécifique, notamment actuellement où c'est un petit peu spécifique. Est-ce que mon offre, comment mon offre va s'inscrire dans cette temporalité-là? Contre qui? Donc, c'est quoi? Quel est le produit ou le service contre lequel je me bats? Donc là, c'est clairement vos concurrents et les produits, les services qui sont aussi proposés au-delà de vos concurrents. C'est-à-dire, moi, si j'ai une offre d'accompagnement spécifique sur la co-construction ou sur le travail collaboratif, eh ben ça peut être contre qui je me bats, ça peut être aussi contre les plateformes qui proposent ça et tout ce qui est digital, etc. Et donc du coup ça peut être aussi sur quel type de produit ou de service je me bats, pas forcément les concurrents, les noms des concurrents, c'est ça que je voulais dire. Avec qui, quelles sont mes ressources, mes partenaires éventuels. C'est aussi l'occasion de se dire, ok, là je vais devoir peut-être ajuster mon positionnement, poser des questions. Est-ce que je peux pas imaginer des partenariats différents? Est-ce que j'ai vraiment listé toutes mes ressources, toutes les personnes ou tous les profils de personnes avec qui je pourrais travailler? Donc c'est aussi l'opportunité de décrire ça. Alors, concrètement, là, je vous avais mis un exemple. Donc là, concrètement, c'était Tesla, donc les voitures électriques, que vous connaissez. Donc pour qui? C'était toutes les personnes ayant besoin de se déplacer. Pourquoi? Là, dans ce cas-là, ça commence à dater, ça, mais c'était pour vous montrer un petit peu la dynamique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour quand? Maintenant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voitures polluantes. Contre qui? Les voitures polluantes, justement. Donc là, on est bien sur plus du produit que sur de la concurrence directe. Avec qui? Panasonic nous accompagne dans la production d'une partie des batteries, par exemple. Et enfin, j'ai un des outils les outils de Gamestorming. Là, je vous en ai mis qu'un. Le Gamestorming, c'est tout simplement effectivement tous les jeux qui permettent de faire du brainstorming de manière un petit peu plus créative. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai des livres qui sont très bien. J'ai un livre notamment qui est très très bien à ce sujet-là. Et en fait, ça peut être intéressant d'utiliser ces outils-là parce que ces outils-là permettent de prendre de la hauteur aussi et de changer complètement de perception. Là, celui que je vous ai mis, c'est en fait, on imagine que demain, ma marque fait la une d'un magazine. Comment il serait ce magazine-là? Qu'est-ce qu'on y dirait? Donc la partie brainstorm, c'est vraiment la partie comment est née l'histoire, comment j'ai voulu créer ça, d'où ça vient, par quoi je suis passée. Les citations, c'est vraiment si je devais donner des citations pour incarner ma marque, ce serait quoi? Les grands titres, vraiment, vous prenez un magazine, sur la couverture, il y aurait ça, sur les grands titres, il y aurait ça. Et là, c'était pour accompagner un cabinet aussi qui fait de l'expertise juridique et on a abouti vraiment sur des choses. Ça permet vraiment de se dire, ok, oui, je me suis jamais vraiment posé la question au-delà de mon offre de produit ou de service. Je me suis jamais dit vraiment comment j'allais raconter ça. Et en fait, là, ça permet de se dire, je vais le raconter comme ça. Quand on ouvrira le magazine, on verra ça. À l'intérieur, on verra ça. Et ça permet de se dire, on va peut-être faire des interviews de dirigeants, des zooms sur les conseillers, etc. Et donc, du coup, ça leur a permis de se dire, ah ouais, mais finalement, ça y est, l'histoire, elle commence un petit peu à se raconter. Donc ça, c'était assez intéressant. Et là, les images, c'était OK, concrètement, les images qui seraient dans le magazine, ce serait, là, c'était, voilà, nous, on est copilote avec notre client, on est pluridisciplinaire, d'où les plusieurs chevaux, la Coupe du Monde, parce que du coup, nous, on veut l'aider à réussir, etc. Donc là, c'était vraiment un exercice intéressant par rapport à ça. Et du coup, j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que j'ai tendance à parler un peu trop vite. Là, du coup, j'ai fini ce que je voulais échanger avec vous. Donc, j'ai pas pris le temps de regarder c'est les questions sur le chat, mais je vais commencer à regarder un petit peu tout ça. Alors, attendez, j'essaie de refiler.
Oui, par rapport au nom de l'entreprise, effectivement, c'était la question par rapport au dépôt de marque, par rapport au nom, si je comprends bien la question. Effectivement, il faut vraiment faire attention à ça au niveau du positionnement et de l'identité. Et d'ailleurs, je ne saurais pas mieux faire que de vous conseiller d'aller voir un spécialiste en dépôt de marque. Parce que effectivement, avant de partir, bille en tête sur ah ouais j'ai trouvé mon nom, c'est top, etc. Il y a effectivement plein de contraintes et plein de choses à prendre en compte. Donc effectivement, c'était plutôt oui, c'était une très bonne remarque. Il faut vraiment faire attention et effectivement pas avoir un nom trop descriptif parce que ça passe pas. Et puis des fois, on a l'impression d'avoir la bonne idée, mais il faut vraiment prendre le temps de regarder aussi ce qu'il y a. Il n'y a pas que l'INPI parce qu'effectivement, l'INPI, l'INPI, on regarde un petit peu comme ça, on a un petit peu une cartographie, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres choses et on va souvent qu'un peu en surface. Donc effectivement, c'était une très bonne remarque. Si je peux me permettre, après, sur la question, effectivement, sur le nombre minimum de lettres imposées, je n'en ai aucune idée. Je sais juste qu'on peut déposer, ça c'est bon à savoir aussi, je ne sais pas si vous le savez, on peut aussi déposer le nom, typographie, logo et on peut déposer des couleurs, on peut déposer, on peut vraiment déposer beaucoup de choses qui font notre spécificité aussi. Donc il faut vraiment pas hésiter. Après, sur le nombre minimum, j'avoue que je ne sais pas du tout. Je connais une spécialiste là-dessus qui est très bien, mais je j'ai pas la réponse. Pardon, tu m'entends, Émilie? Émilie, tu m'entends? Alors. Bonjour, donc comment faire le choix entre positionner le produit ou le nom de l'entreprise? Je ne sais pas si je comprends bien la question. C'est par rapport à quoi? Je ne sais pas si on peut préciser par rapport à cette question-là. Parce que positionner le produit, de toute façon, quand on réfléchit à son positionnement, on réfléchit global, donc on réfléchit à sa marque, donc à nous en tant que si par exemple moi je prends mon cas, moi je réfléchis au positionnement de ZI, mais forcément que je vais positionner à l'intérieur mon offre de service en lui donnant un angle d'attaque et une manière de communiquer. Mais après, il n'y a pas vraiment de choix à faire parce que les deux sont forcément liés. Mais effectivement, faut pas, positionner que son produit n'aurait pas réellement de sens parce que de toute façon, il faudrait aussi intégrer la marque dedans. Après, je sais pas si j'ai vraiment bien compris la question, hein, donc il y a pas de souci pour préciser. Alors, une question de David. Donc, quelle est la team idéale pour mener ces réflexions? Quel collaborateur faut-il associer? C'est toujours un peu compliqué de répondre à cette question-là. Tout dépend des métiers aussi de chacun. Alors, le gros intérêt, le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment il faut intégrer des collaborateurs qui ont envie de s'impliquer. Parce qu'effectivement, si c'est quelque chose qui est imposé, ça sera forcément stérile. Et d'essayer de mixer au maximum les visions, c'est-à-dire les métiers, les expertises aussi. Alors après, je ne sais pas dans ce cas précis quels sont les collaborateurs concernés, mais c'est vraiment à la carte en fait. Plus il y aura de collaborateurs qui seront fédérés autour de cette co-construction, et mieux ce sera. Après, c'est aussi à voir si tout le monde est plutôt en synergie ou s'il y a des gens qui ont un frein à être dans la démarche aussi. Ça va être plus une question de posture, mais après, il n'y a pas vraiment de team idéal en fait. Ce qu'il faut, c'est des gens qui ont des idées, mais là, on en a tous, donc jusque-là, ça va. Et puis, ce qu'il faut en fait, c'est avoir les bons outils pour animer. C'est-à-dire qu'il faut au préalable bien en fait timer en fait une des clés pour avoir un brainstorming efficace, c'est vraiment de timer, c'est-à-dire de dire voilà, on passe tant de temps là-dessus, on a 20 minutes, en 20 minutes on sort tout ce qu'on a à sortir. L'idée c'est pas de trouver forcément les solutions, mais c'est de sortir toutes les idées. Et après les solutions on les trouvera. L'idée c'est vraiment de permettre à tout le monde de ne pas se brider, de vraiment dire tout ce qu'ils ont à dire. Et donc, toutes les idées, de toute façon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, toutes les idées sont bonnes. C'est vraiment ça l'intérêt. Et si on se dit, voilà, on se donne 20 minutes, on fait ça. Et après, si on doit se refaire plusieurs points, on le refera. Mais timer, c'est vraiment très important pour pouvoir avoir une réflexion intéressante.
Oui, non, je t'entends pas, Isabelle. Je suis venue sur scène avec toi Je ne pour t'entends reprendre les pas. questions, mais tu ne m'entends Je ne pas. t'entends pas du tout. Tant pis. Du coup, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Ben oui. Oui, oui. J'ai bien le son. J'ai pas la caméra d'Isabelle, mais j'ai bien le son. Ah, c'est très étrange. Ah, c'est bon. Non? Je vois Isabelle, mais je l'entends pas. Tu me vois, tu Ah, m'entends c'est bon. là? C'est bon, c'est bon. En revanche, est-ce que tu continues à m'entendre si je fais ça? Oui, c'est bon, c'est bon. Il devait y avoir un bug, je sais pas. Bon, super. Non, je voulais intervenir à un moment donné quand tu parlais de effectivement propriété par rapport à l'INPI ou autre. On a un expert effectivement pays qui était parmi les auditeurs et qui a répondu Ah, d'ailleurs d'accord. aux aux différentes demandes. C'est IP Trust, donc qui est avec nous ce matin. C'est ce que je voulais te préciser. Et je vois que Ah, Xavier d'accord, ok. Pelchoutre a précisé sa Oui, question marque oui. entreprise. Ah oui, effectivement. Quand une partie de nos clients nous connaissent avec le nom du produit plutôt que le nom de l'entreprise, mais que l'on souhaite être, mais que l'on ne souhaite être seulement ce produit. Ah oui, en fait, si je comprends mieux, c'est qu'en fait, là, dans ce cas précis, il y a les clients qui vous connaissent par le biais de votre produit, qui ne connaissent pas forcément votre nom, alors que vous aimeriez peut-être qu'ils connaissent un peu plus votre nom. Est-ce que c'est bien ça que je comprends? Parce qu'après, effectivement, voilà, ok. Parce qu'effectivement, ah oui, effectivement. Alors après, je sais pas trop ce que c'est comme produit. Est-ce que vos clients, parce que si vos clients vous connaissent quand même, c'est peut-être l'occasion, l'opportunité justement, en ce moment de communiquer un peu plus sur votre nom et de raconter aussi un petit peu votre histoire l'histoire de votre entreprise et de raconter comment vous avez créé ce produit-là et de renverser en fait effectivement cette stratégie de contenu en communiquant un peu plus sur le nom de votre entreprise. Après, tout dépend de l'objectif, effectivement. Je ne sais pas si c'est un produit unique ou, enfin, après, on pourrait très bien échanger après en privé s'il y a besoin, sans souci. Mais effectivement, si vos clients vous connaissent beaucoup, enfin, ou en tout cas une partie de vos clients vous connaissent avec le nom de votre produit, il faut continuer à garder ce cap-là et et à peut-être à faire un double positionnement, c'est-à-dire en tout cas, de le poser sur papier, comment votre produit est positionné par rapport aussi à la perception que vos clients ont de votre produit, mais aussi votre entreprise, comment votre entreprise, du coup, votre nom d'entreprise peut s'inscrire dans ce produit-là. Mais moi, après, encore une fois, il faudrait peut-être en savoir, enfin, qu'on puisse échanger de manière un peu plus approfondie. Mais en fait, le conseil, ce serait que, effectivement, si votre souhait, c'est ouais, voilà, de doubler un petit peu la communication, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Sinon, ça prend toujours du temps de communiquer sur sa marque, son positionnement, etc. Et effectivement, ça arrive aussi parfois que le produit prenne le pas sur le nom de l'entreprise. Après, effectivement, tout dépend des objectifs, parce que si c'est pas forcément un problème, si après vous êtes en adéquation avec votre positionnement et que le fait que vos clients vous connaissent avec votre produit, mais ne connaissent pas réellement votre nom d'entreprise, c'est pas forcément un problème. Tout dépend après des objectifs de notoriété. Est-ce que c'est de la visibilité pour quand même qu'on se dise ah oui, je connais ce produit-là et mais derrière c'est bien cette marque-là qui incarne ce produit-là. Et donc si c'est ça cet objectif-là, effectivement, il faut peut-être opérer un travail de storytelling entre guillemets pour raconter un peu plus votre nom de marque, votre nom d'entreprise et d'intégrer votre produit dans cette marque-là et de refaire le chemin en sens inverse, c'est-à-dire de repartir un peu de la genèse de tout ça et de voir un petit peu comment vous pouvez raconter ça avec vos clients.
Parce que les clients aiment les belles histoires, les clients aiment les histoires. Je veux dire, on a tous une histoire, une belle histoire à raconter. Ce qu'il faut, c'est juste savoir comment la raconter, sur quel support, sur quel média. On n'a pas tous les mêmes stratégies de contenu et on va pas tous avoir la même approche de nos communications. C'est ça qui fait notre force et notre différence aussi, d'ailleurs. Mais voilà un petit peu ce que je peux dire. Alors après, je sais pas si j'ai répondu, mais c'est vrai que c'est un peu complexe comme sujet. Donc voilà, vous me dites. Sinon, après, encore une fois, je peux être disponible s'il y a besoin d'échanger. Oui, effectivement. J'essaie de remonter un peu le. Oui, d'essayer de remonter un peu. Ouais, le fil des questions, mais je crois que visiblement, tu as été suffisamment clair. N'hésitez pas hein, à poser toutes les questions qui vous passent par la tête à Émilie dans le chat directement. De toute façon, c'est que visiblement, ça a été suffisamment clair. On a des merci très, très intéressants, des choses comme ça. Donc, en tout cas, très bien, tu as su. Bah, effectivement, en tout cas, je suis ravie si ça a pu vous intéresser, vous donner des outils. C'était vraiment l'objectif aussi de ce webinaire-là. Donc voilà, encore une fois, c'est top. Si vraiment ça peut vous servir et vous aider, c'était le but et c'est super. Moi, en tout cas, c'est ce que je voulais transmettre. Et après le support, voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de donner des exemples parce que c'est pas toujours facile de s'approprier les outils. Effectivement, c'était dense. Et voilà, donc j'ai essayé c'est parce que j'ai essayé vraiment d'être la plus complète possible pour vous donner des clés. Donc si le job a été fait, c'est essentiel. C'est top. Écoute, vis-à-vis, visiblement, lorsqu'on regarde l'ensemble des commentaires, oui, la densité y était, mais la qualité également. Et l'avantage, c'est que l'ensemble du support, alors le support, vous pouvez le télécharger directement en allant sur le haut. Alors moi, je ne l'ai pas sur la version administrateur. Damien Audrechy, s'il peut nous faire un petit message pour vous dire exactement comment télécharger le support. On a quand même une petite question qui arrive de David. Je te laisse y répondre, oui. Émilie. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Quel recours ferais-tu sur la marque et l'impulsion pour faire évoluer le positionnement ? Moi, vraiment le conseil que je vous donnerais, et je le vis actuellement moi dans mon activité, donc je peux vraiment en parler, c'est que moi je me suis dit, ok, très bien, comment je vais faire pour me réinventer ? Moi, je fais énormément, je vous parle juste un petit peu de mon métier pour que vous compreniez un peu. Je fais beaucoup d'animations, de collectifs, d'équipes projets, de séances en présentiel, de séances de créativité où j'ai besoin d'outils, de salles, etc. Et je me suis dit, bon, là, demain, je peux pas le faire. Je peux pas. Là, je vais pas pouvoir. En plus, là, on est reparti encore pour un petit moment, donc je vais pas pouvoir le faire. Et je me suis dit, comment je vais faire pour me réinventer ? Et en fait, j'ai fait exactement ce que j'ai essayé de vous conseiller là, c'est-à-dire que j'ai repris mes clients. J'ai dit, OK, mon client aujourd'hui, il est comme ça. Ce serait quoi ses besoins ? Comment moi, je pourrais m'inscrire pour répondre aux besoins aujourd'hui des entreprises qui sont en crise, en transformation, etc. Je vais essayer de digitaliser. Je vais essayer de trouver des solutions, de réveiller ma créativité. Et en fait, j'ai mis de côté ce que je faisais actuellement. En fait, j'ai essayé de le transformer pour me dire comment demain je pourrais transformer cette proposition de valeur autrement. Et donc, c'est très compliqué de répondre à cette question-là parce que c'est tellement spécifique à chacun que c'est vraiment compliqué. La seule reco vraiment que je pourrais dire, c'est essayer de réinventer votre métier ou en tout cas de lui donner une autre dimension, de revoir vraiment vos points de différence, vos forces, de capitaliser là-dessus et d'essayer de le rendre encore plus performant. Et moi, je suis en train d'essayer de me dire, voilà, finalement, il y a peut-être ça que je peux mettre en place, etc. Et je le co-construis aussi avec des pairs, avec des entrepreneurs que je connais en disant, voilà, est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que ça pourrait être intéressant ? En termes d'impulsion, le plus intéressant, c'est vraiment d'intégrer aussi un maximum les gens dans cette nouvelle histoire à raconter, en tout cas dans ce positionnement à réajuster et de dire, OK, ah oui, toi, si je proposais ça, tu serais intéressé. Ah d'accord, bon, du coup, je vais peut-être pouvoir retravailler là-dessus. Donc, essayer, voilà,
voir un maximum aussi avec vos partenaires, votre entourage, les gens aussi, moi je repense à La Rochelle Technopole, hein, vous êtes votre premier réseau, tous les gens qui sont intégrés aussi là-dedans, faut penser à la force de la communauté et de vous dire, ben voilà, comment demain je peux créer la proposition de valeur, quelle nouvelle impulsion je pourrais donner à mon positionnement, et d'y réfléchir ensemble aussi, ça peut être aussi une solution. Parce qu'on n'a pas toujours la solution soi-même dans son coin, hein, c'est rarement le cas. Et vraiment de se dire, ok, on se prend 2 heures en visio, on réfléchit là-dessus, on essaie de trouver des solutions, de brainstormer ensemble, ça peut être aussi ça l'impulsion à donner. Pour aussi nous s'ouvrir, essayer de voir notre métier autrement et de voir ce qu'on fait autrement. Et il n'y a rien de mieux que le miroir des autres pour ça. Donc, c'est vraiment le plus gros conseil que je pourrais donner. Merci beaucoup, Émilie. Bon, je pense que là, on a quand même bien fait le tour de la question. On te retrouvera la semaine prochaine, puisque Émilie animera un autre webinaire sur réellement l'étude de marché. Là, on va essayer de vous apporter des outils, des méthodes pour pouvoir travailler en ces temps aussi de confinés, disons, sur l'étude de marché que vous pouvez réaliser et en mettant à profit ce temps de confinement. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller sur la page Technopole de Livestorm pour voir les webinaires à venir et pouvoir vous y inscrire directement. Pour ceux qui le souhaitent, nous assurerons la mise en relation avec Émilie s'ils veulent échanger sur différents sujets. Voilà. Je vous remercie à nouveau d'avoir été présent, attentif et actif dans le chat. C'est toujours une marque importante, en tout cas pour nous, mais surtout pour nos intervenants qu'on remercie au passage. Et puis, on va vous dire à demain pour ceux qui se sont inscrits. Demain, on traitera en fait de la création d'un profil attractif sur LinkedIn. Donc, tout un programme à nouveau. Et vendredi, un webinaire sur les dispositifs de financement avec des interventions de la région, de BPI et de la D2RT. Donc, encore une fois, 2 webinaires à venir qui s'avèrent, je pense, riches en renseignements pour l'ensemble de vos projets. Merci de votre fidélité. Merci à tous. Merci, Émilie, pour ton intervention et à très bientôt. À très bientôt.